En tant que conseiller du chef de l'État et président du mouvement AGI, lors de la dernière élection, vous avez décidé de ne plus le soutenir. On vous a vu aux côtés du candidat Maurice Kamto et vous avez fait une sortie publique dans le magazine Jeune Afrique pour dire que vous ne soutiendrez plus le candidat Biya. Vous êtes mieux placé pour répondre aux Camerounais qui pensent qu'un chef d'État devrait être un chef chantier, être sur le terrain pour superviser tous les travaux. En fait, bon, quand on dit chef chantier, je comprends en fait ce que les gens veulent dire. En même temps, ce n'est pas qu'il se transforme lui en chef de chantier allant à gauche et à droite, n'est-ce pas, pour vous surveiller, parce que même s'il y allait, il n'est pas ingénieur, on pourrait lui raconter n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand on dit chef de chantier, c'est de veiller que lui, en tant que chef de chantier, c'est de veiller à ce qu'il y ait des équipes autour de lui, qui soient des équipes indépendante, multidisciplinaire, c'est ce que j'appelle un comité indépendant multidisciplinaire, qui surveillerait les chantiers, qui serait vraiment une structure indépendante de la COCAN. Parce que la COCAN est une structure opérationnelle, alors que là... Vous parlez de la COCAN, parce que la COCAN était là aussi pour superviser. Oui, mais ça, c'est la COCAN, elle est opérationnelle. À ce moment-là, elle est opérationnelle. Mais lui, pour sa bonne information et son information objective, et ne peut pas dépendre de l'information de la COCAN, parce que vous avez bien vu ce que disait le vice-président de la CAF, que l'information qui lui était remontée à partir de la COCAN n'était pas nécessairement conforme avec la réalité. C'est pour ça qu'il fallait que lui ait à côté de lui, c'est ça qui se fait partout, n'est-ce pas, une équipe, n'est-ce pas, d'ingénieurs indépendants qui vont regarder également de manière indépendante l'état d'avancement de ces chantiers, pour lui faire une information la plus fiable et la plus objective possible. Est-ce que lui-même ne peut pas être sur le site? Est-ce qu'il ne peut pas descendre sur le terrain pour toucher du doigt l'évolution des travaux, comme on voit un peu partout ailleurs, avec le président Kagame qui est tout le temps sur le terrain? Ça, il peut le faire. Il peut le faire de temps en temps. Et quand il le fait de temps en temps, il le fait avec son équipe indépendante. Okay. Vous voyez la différence, c'est quoi? La différence, c'est que lorsque le chef de l'État descend comme ça, entouré de sa propre équipe indépendante, l'équipe est à même de lui dire que ce qu'on vous a fait sur le rapport, Monsieur le Président, ce qu'on vous a dit sur le rapport l'autre jour, par rapport au retard à ce niveau-ci, c'est ça que vous voyez là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ça, là, ce que vous voyez là. Vous voyez par exemple ces structures qui sont faites, telles qu'on vous le disait l'autre jour, c'est exactement ce qu'on expliquait dans le rapport, les voilà. Parce qu'après avoir lu les rapports indépendants, n'est-ce pas, il peut dire à ces gars, allez les gars, on descend sur le terrain. Parce que c'est ça le problème. Il ne peut pas descendre sur le terrain sans préparation. Il faut toujours qu'une équipe indépendante, je pense que vous le comprenez maintenant fort bien, une fois qu'une équipe lui a fait le rapport de l'état d'avancement des chantiers et surtout des zones critiques, parce qu'il a identifié des zones critiques, il y a des zones critiques à Olembe, il y a des zones critiques à Douala, il y a des zones critiques à Garoua, à Bafoussam, et là il descend maintenant pour constater avec ses équipes et pour donner des instructions de rectification ou des choses comme ça. Voilà. Là, il peut descendre de plus averti, plus informé, mieux informé de l'état d'avancement des chantiers, parce qu'il a déjà son équipe indépendante de contrôle. Après la décision de la CAF, il y a eu la réaction de certains membres du gouvernement. Je commence par le ministre Grégoire Ona, qui déclarait lors d'une sortie, nous devons tourner la page. Alors, mais attendez, mais ça, c'est pratiquement de l'inconscience. C'est absolument l'inconscience et de l'irresponsabilité. C'est de la part de Grégoire Ona. Oui. Ces déclarations me rappellent celles qu'il avait faites en disant à Kamto, ça suffit, l'élection présidentielle est terminée, et il faut aller à autre chose. Comme s'il ne saisissait pas, n'est-ce pas, la portée de ces moments au niveau du développement d'un pays. Enfin, je ne vais pas revenir sur l'élection, j'ai déjà écrit là-dessus ailleurs, mais je reviens plus particulièrement sur la GAN. Mais M. Ona pense que nous devons vraiment passer par perte et profit 1000 milliards de francs CFA de sueur et de sang des Camerounais comme ça. C'est presque une absence de considération pour les Camerounais. Sans faire un audit exhaustif de ce qui s'est passé. On tourne la page et on continue. Mais il ne se rend pas compte que c'est justement cette démarche de tout le temps tourner la page sur des questions importantes qui fait que le Cameroun se trouve dans l'enlisement, dans la déliquescence, dans tous les secteurs dont je viens de vous parler. Il ne s'en rend pas compte. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une très grande irresponsabilité de la part d'un dirigeant public. Et lorsque vous parlez de l'inventaire, tout à l'heure, vous avez dit que le ministre Grégoire aurait pu parler, par exemple, d'inventaire. Il y a le ministre des Finances, Paul Moutazi, qui a prescrit l'inventaire des infrastructures. Est-ce une démarche à saluer?
Mais il parle de l'inventeur des infrastructures, lui, ministre des Finances, en tant que qui? Il est ministre, c'est lui qui décaisse. Mais il décaisse, il n'a pas fait, c'est pas lui qui fait l'inventaire. Mais est-ce qu'il va donner des ordres à un autre ministre pour faire l'inventaire? Je vous parle d'un bilan exhaustif. Je vous parle d'un audit exhaustif. Un audit exhaustif concerne tout le gouvernement et tous les corps qui étaient impliqués dans ce travail. Par exemple, tel que je suis en train de vous le dire. Sur les procédures de passation des marchés, comment ça s'est passé, sur la définition, le schéma directeur, la vision par rapport à ce projet-là, sur le choix des intervenants, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'ordre du gouvernement. Ce n'est pas l'ordre d'un ministre des Finances. Déjà, lui-même doit être audité. Déjà, lui-même doit être audité sur la manière dont il a cherché les financements, sur l'origine des financements qu'il a acquis pour ce projet, et sur la manière lui-même de les décaisser. Lui-même devrait être audité. Il est présenté dans les médias comme le meilleur ministre, l'un des meilleurs du gouvernement du président Biya. Donc, peut-être c'est cette proactivité qui lui confie. Mais c'est quelle proactivité? Le fait d'anticiper, de vouloir comprendre. Mais il anticipe pourquoi? C'est une façon de se défendre lui-même, parce qu'il sait lui-même toutes les casseroles qu'il a sur les autres projets structurants. Hein? Et ces gens qui le présentent comme un ministre performant, mais je crois que c'est des ignorants. Je préfère dire totalement que c'est des ignorants. Si j'étais à leur place, je ne le dirais jamais. Parce que avant la CAN, sur laquelle déjà sa responsabilité n'est pas encore établie, il y a tous les autres projets structurants. Que ce soit le port de Kribi, les tracteurs de Bolova, l'usine de manioc de Samélima, et d'autres projets abattoirs et ainsi de suite, sur laquelle sa responsabilité doit être également établie. Parce qu'il était bien ministre de l'économie, hein, que ce soit, comment vous appelez ça, le barrage hydroélectrique de Meking, de 10 MW pour aujourd'hui pratiquement 100 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Mais attendez, il se met au devant de la scène. Il se met au devant de la scène pour demander qu'on fasse le bilan, mais c'est le bilan de tout un gouvernement qui doit être fait. Moi, je serais à sa place, je serais un peu plus humble, parce que c'est faire preuve d'une absence de solidarité collective, parce que l'échec est un échec gouvernemental. Tout le monde doit l'assumer. Ce que je trouve malvenu, c'est d'essayer de vouloir, par médias interposés, de vouloir se présenter comme celui qui est performant, alors que c'est une solidarité collective. D'ailleurs, ça, c'est lancer un signal, n'est-ce pas, du mauvais leadership de leur équipe. C'est-à-dire, au fond, c'est indexer du doigt le chef de l'État en voulant le présenter comme étant incapable d'assurer la cohésion et la cohérence de son propre gouvernement. Je pense qu'au niveau de la CAN, c'est une responsabilité collective. Pourquoi il y en a qui vont se mettre, des rats qui vont se mettre à chercher à tenter de sauter du navire, alors qu'ils doivent assumer la responsabilité gouvernementale comme une responsabilité collective? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un comportement qui est honorable? Je pense que non. Assumez autour de votre chef cette responsabilité. À vous entendre, c'est le Premier ministre qui aurait dû poser cette question. C'est le Premier ministre qui est chef de gouvernement qui aurait dû convoquer un inventaire général bien audit, parce que c'est lui quand même le patron de tous les ministres. Mais ça va de soi, c'est lui qui est chef du gouvernement. Oui. Et cet audit est un audit multiforme, multisectoriel. Vous imaginez, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que vous révèle donc cette sortie du Premier ministre lorsqu'il dit « nous allons poursuivre les travaux d'Arkan ». Mais lui aussi, est-ce qu'il avait besoin de rassurer les Camerounais sur l'effectivité de la poursuite des travaux quand on sait que logiquement on devrait... Non, mais lui aussi c'est une mauvaise sortie, parce que lui aussi ne veut pas faire l'impasse sur tout ce que nous venons de dire, un peu comme Grégoire en disant tournons la page, nous allons poursuivre les travaux. Mais quand vous venez d'échouer, qu'est-ce que vous faites? La première des choses qu'il a, là il aurait dû rassurer les Camerounais, c'est en leur disant qu'il va engager un audit exhaustif pour comprendre ce qui n'a pas été, pour comprendre, le rendre public, informer le public sur les failles qui ont été identifiées, les défaillances qui ont été identifiées et proposer des solutions pour que cela ne recommence. Avec la perspective, n'est-ce pas, de pouvoir corriger tout ce qu'il y a eu comme défaillance et peut-être d'offrir aux Camerounais une manifestation beaucoup plus intéressante ou dans tous les cas de réduire les dégâts. Dans tous les cas de réduire les dégâts. Qu'on tienne la CAN de 2021 ou qu'on ne la tienne pas, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui serait un langage rassurant pour les Camerounais qu'on attendrait d'un Premier ministre, pas de dire que oui, on continue. Mais vous continuez à partir de quel moment? Vous avez commencé une course sur un pas qui n'est pas le... Si vous continuez ce pas de cette façon, il y a fort à parier que vous allez échouer encore. Le peuple camerounais peut-il encore, au vu de tout ce qui se passe, faire confiance à une promesse du président de la République? Parce que si jusqu'ici,
toutes ces promesses-là, qu'on peut imaginer, n'ont jamais été tenues. Il y en a plusieurs. Est-ce que le peuple camerounais pourra encore se dire, oui, il nous a promis, on attend? Non, mais je pense qu'il y a fort longtemps que le peuple camerounais ne lui fait pas confiance. Je veux dire qu'il faut faire une différence entre une confiscation de pouvoir et la vraie confiance qu'on fait. Le peuple camerounais a parlé lors des dernières élections et en orientant son vote autrement, en votant Maurice Kamto. D'accord? Mais là, il y a une situation de confiscation de pouvoir. Ne me dites pas que le peuple n'a pas parlé. Le peuple a clairement parlé. Maintenant, les échecs qui s'accumulent, je pense que le peuple doit simplement en tirer les conséquences. Dans d'autres pays, vous voyez bien que le peuple, quand il n'est pas satisfait, vous, moi, vous voyez les gilets jaunes, ce qu'ils font en France, ils prennent leurs responsabilités, n'est-ce pas, ils sortent. Dans le cas d'espèce, j'ai souvent des amis étrangers qui me disent que mais vous ne pensez pas que c'est les Français qui vont venir faire la révolution à votre place. Vous, les Camerounais, vous n'avez pas aidé les Français à faire la révolution de 89, de 1789, d'accord, pour changer les gouvernants qu'ils avaient. Nous n'avons pas aidé les Américains lors de l'indépendance des États-Unis, lorsque les Américains luttaient contre leurs cousins anglais, pour leur dire que, écoutez, vous n'allez pas venir légiférer ici, dans les colonies. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité dans le changement de notre sort. C'est d'ailleurs ça le sens du mouvement que j'ai créé, Agir, pour qu'on prenne notre destin en main. Prenons notre destin en main. C'est ça, Albert Michel, que je vous dis souvent, que ce soit toi, que ce soit Conchou, que ce soit Conchou Martial, que ce soit Marcelin, que ce soit Emmanuel, Lionel, tout ce monde-là, je dis, prenons notre destin en main. C'est votre destin à vous. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont changer le destin du Cameroun. Mais c'est la peur qui nous habite encore par rapport à cela, qui nous freine. Si vous continuez à être habité par cette peur, il n'y a rien de grand qu'on peut accomplir la peur au ventre. Vous n'allez pas changer votre sort, la peur au ventre. Regardez ces jeunes gens en France qui sortent pour dire à Macron, ça suffit, arrêtez le massacre. Nous n'allons pas continuer à souffrir comme ça. Et qui s'expriment. Ils n'ont pas eu besoin de décret. Ils sortent parce qu'ils expriment un ras-le-bol. Dans notre pays, qui va le faire à votre place, à notre place. L'étonnant, c'est lorsque on appelle un mouvement de résistance dans le cadre de Hold-up, mais qu'on puisse observer qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation. Personne ne changera votre destin. Vous souffrez au quotidien, que ce soit pour les soins de santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les secteurs de transport, à côté des gens qui veulent se faire passer pour des gens importants. Quelle importance ils ont? C'est à nous de leur dire que arrêtez, ça suffit. En fait, s'il y avait quelqu'un qui devait dire, par exemple, à Grégoire Ouna, ça suffit, c'est bien l'inverse. C'est vraiment un monde à l'envers. C'est comme Tokyo aurait dû dire à Grégoire Ouna, ça suffit, et pas l'inverse. C'est vous qui devez lui dire, ça suffit, ce que vous faites là, et pas l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est à nous de prendre notre destin en main et de dire à ces gens-là, ça suffit.